Voilà, donc moi, comme on a un quart d'heure, j'ai fait je dirais une petite sélection de certaines de mes recherches de ces toutes dernières années, donc voilà, comme c'était, je pense, souhaité. Donc j'ai choisi des sujets, je dirais, assez variés pour que ce soit représentatif d'une certaine diversité de ce que je peux aborder, ou plus exactement de ce qui m'est demandé, parce que en fait, pratiquement tout, c'est des réponses à des commandes. Euh, voilà, donc je vais commencer avec le dessin de caractère, plutôt avec des choses assez spécialisées, et je terminerai avec ce qui est en ce moment sur ma table de travail, qui est une recherche pour un colloque qui aura lieu en Pologne le mois prochain, en passant par deux ou trois autres sujets qui sont sur des questions d'actualité, et puis si j'en ai le temps, sur Fernand Léger. Voilà, donc je ne m'étendrai pas non plus. Alors, je vais commencer par vous parler d'un texte que j'ai écrit sur Hans-Edward Meyer, parce que Hans-Edward Meyer est mort au mois de juillet de cette année, à un petit peu plus de 90 ans. Donc c'est une forme d'hommage aussi à lui de commencer par ça, et aussi parce que autant certains noms émergent, sont je dirais internationalement connus dans notre domaine, autant d'autres le sont beaucoup moins. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à lui autour de 2000, parce que j'avais déjà écrit un premier texte sur lui à ce moment-là, j'avais, pour le dire par euphémisme, relativement peu d'interlocuteurs en France sur ce sujet. Donc effectivement, Hans-Edward Meyer, c'est un grand dessinateur de caractère suisse, à la fois un personnage. Moi, je suis allée le voir pour la première fois que j'ai écrit sur lui, ensuite j'ai revu plusieurs fois, qui avait, j'allais parler au présent, mais qui avait quelque chose de très touchant parce qu'il avait une très grande humilité. Et moi, là où son travail m'a parlé, c'est qu'en fait, il s'inscrit vraiment sur la durée. Donc je vais vous dire rapidement pourquoi. Et en fait, donc j'avais travaillé sur lui il y a 10-15 ans. Et il y a quelques années, l'éditeur Camp Graphique, qui est à Valence en Espagne, et qui édite un certain nombre d'ouvrages sur le graphisme, la typographie, la lettre, a souhaité publier en espagnol ce petit ouvrage de Hans-Edward Meyer, dont la première édition est de 1959. Vous pouvez le faire passer si vous voulez. Donc ça, c'est l'édition trilingue d'origine. C'est un ouvrage qui a été beaucoup réédité, tiré un assez grand nombre d'exemplaires, et qui a beaucoup circulé. C'est des dessins de la main de Hans-Edward. C'est vraiment un cas intéressant parce que c'est des dessins de la main de Hans-Edward Meyer quand il était assez jeune, qui faisait des modèles manuscrits des plus grandes formes de l'histoire de l'évolution du caractère latin. Sachant qu'il ne copiait pas à proprement parler les modèles, mais il essayait d'en extraire vraiment la quintessence et la particularité des formes. Donc c'est vraiment un regard très exigeant d'un typographe, calligraphe, dessinateur de caractères, enseignant, auteur, etc. Voilà, c'est un profil un peu comme ça. Et en fait, cet éditeur Camp Graphique a souhaité reprendre le texte que j'avais écrit précédemment pour en faire la préface de l'édition espagnole. Et je leur ai dit, bon, pour une préface, je vais l'écrire un peu autrement. Et 10 ans se sont écoulés depuis. Donc voilà, j'ai repris complètement ce texte, en essayant de présenter de façon un petit peu générale Hans-Edward Meyer, sachant que j'avais accès, j'ai envie de dire en tout cas, au moins pour le français et l'anglais, il y a extrêmement peu de choses sur lui. Donc c'est d'où la nécessité d'aller aussi le voir et parler avec lui pour être directement à la source des informations. Et puis par la suite, donc j'ai vraiment axé sur ce qui me semblait être les deux parties les plus importantes de son travail, qui sont, enfin, ou deux des parties les plus importantes, qui sont ce livre, qui a toujours une forme d'actualité, bien qu'il soit modeste en taille et en volume, et également sur le caractère syntaxe, de la même manière qu'on connaissait assez peu il y a 10 ou 15 ans, et qui est un grand caractère. Et simplement j'ai un visuel sur le syntaxe. En fait, simplement pour vous dire ce qu'on apprend aussi au contact d'un dessinateur de caractère comme ça, c'est qu'en fait, alors là je vais très vite, mais le syntaxe c'est tout simplement un caractère qui a un demi-siècle d'histoire, parce qu'il a commencé à le dessiner au milieu des années 50, et il l'a terminé en 1999-2000.
sachant que ce caractère a connu plusieurs éditions différentes, et c'était pas simplement des extensions, il a été vraiment redessiné plusieurs fois. Alors c'est des micro-corrections. Sur la gauche, en haut, vous avez la version d'origine, qui est une esquisse, hein, qui n'est pas une édition. Et en haut à droite, vous avez la dernière version qui vous permet de comparer. Et en bas, j'ai simplement mis un exemple d'écriture humanistique, puisque c'était le choix de faire un caractère moderne sans sérif et en même temps de réinjecter dedans des formes propres à l'écriture du Quattrocento, à la fois manuscrite et typographique, pour ce qui est de la fin du XVe siècle. Voilà, donc je trouvais que c'était un bel échantillon de quelque chose qui a demandé près d'un demi-siècle à quelqu'un d'extrêmement expérimenté pour décider lui, puisque c'est lui qui décide que la forme est aboutie et qu'elle est juste. Donc voilà pour la partie qui concerne ce caractère. Donc c'est un texte, alors cette préface elle a été reprise, elle est maintenant sur le site Typothèque en plusieurs langues, donc c'est un texte qui est assez accessible. Je poursuis avec un autre, bon c'est un peu le hasard qu'on m'a demandé ça aussi assez récemment, avec un autre texte sur une autre étude sur Adriaan Frutiger. Donc là on est vraiment, je dirais, dans le cas contraire en termes de reconnaissance. Et aussi pour ce qui est je dirais, des sources, des possibilités offertes à pas vraiment une première étude pour moi, mais disons autre qu'à partir de ce que je connaissais des livres ou même des propres écrits de Frutiger, dans le sens où j'ai eu accès, même pour un tout petit texte, j'ai eu accès au fonds Frutiger et je l'ai parcouru. Alors je suis allée assez vite parce qu'il est extrêmement volumineux, mais ça aussi c'était une expérience importante, parce que pouvoir parcourir l'ensemble du fonds, en tout cas celui qui s'appelle le fonds Frutiger, de quelqu'un de cette envergure qui a à son actif pas loin d'une 60aine de caractères, alors quelques-uns sont restés à l'état de projet, mais enfin c'est quand même, on sait, hein, c'est vraiment un monument. Et c'était vraiment aussi, alors j'ai essayé alors j'ai rencontré des choses, alors Alice nous a montré un peu des documents d'archives sur ce que c'est un caractère, donc là il y a vraiment absolument tout, hein, les calques, les reprises, les tracés normés, tout ce qui est à la main, des choses découpées pour faire les caractères extended, enfin c'est assez fabuleux. Et puis alors à chaque fois c'est multiplié par 26 plus les accents, etc. Donc vous avez des caisses, c'est un peu étourdissant. Mais néanmoins on a vraiment l'impression de traverser une vie à travers que des lettres, des signes. Alors parfois on se retrouve avec des choses complètement abstraites. Je ne savais pas, puisque l'information autour du transfert de son n'est pas communiquée, je ne savais pas si j'avais le droit de montrer des photos que j'en ai faites, donc du coup je n'en ai pas mise. Mais bon, c'est vraiment, je peux le décrire comme ça, mais c'est vraiment assez étonnant. Et du coup c'est pour un livre qui apparaît la semaine prochaine, dans exactement 8 jours, qui s'appelle 100 Years of Swiss Graphic Design, qui paraît chez Lars Müller et qui compte beaucoup d'autres contributions d'auteurs très différents. Et donc moi j'ai essayé alors sur Frutiger il y a un certain nombre de choses, de lui aussi, donc je dirais là pour le coup il y a vraiment un certain nombre de choses à lire pour bien s'imprégner de son sujet. Et alors bon, on peut quand même faire ressortir des choses parce que tout n'a pas été écrit, loin de là. Et je dirais parmi les choses les plus marquantes ou les plus intéressantes que moi j'ai pu retrouver dans ses écrits ou dans ses témoignages ou dans ce qu'il peut dire ici ou là, par exemple le fait que on est toujours dans l'idée de la typographie, black art, etc. Et en fait lui il souligne beaucoup l'importance pour lui qu'a la lumière. Et en fait pour lui quand il dessine un caractère, il le dit à peu près dans ces termes, il dit on n'ajoute pas du noir, on enlève de la lumière. Voilà, il dit des choses comme ça qui sont, je vous cite de mémoire, donc c'est approximatif, mais en gros il y a vraiment cet accent qui est mis sur non pas le travail du noir et de la forme visible, mais toute cette question tellement importante en typographie, des espaces, ce qu'on appelle les blancs aussi, mais lui qu'il qualifie de lumière, sachant que lui, comme Hans-Eduard Meyer, ont été formé justement à l'école dont parlait Pierre Ponant, qui s'appelait à l'époque Kunstgewerbeschule de Zurich, voilà, aux alentours de 1950, et qui était dirigée par Itten, je ne sais pas exactement jusqu'à quel moment. Et c'était une école qui avait une très très importante tradition et qui a été assez pionnière dans l'enseignement du dessin de la lettre. Voilà. Ça, c'était, voilà. Donc ces deux premiers sujets dont je voulais vous parler. Voilà, j'ai juste
alors ça on le trouve dans les archives, mais il a aussi été reproduit. Je vous montre juste un exemple, mais c'est bien de l'avoir entre les mains parce que quand on le voit reproduit en petit, on ne sait pas très bien ce que c'est. En fait, bon, c'est une maquette pour la signalétique de Roissy. Et en fait, là, moi je connaissais le visuel reproduit, et quand on l'a entre les mains, on s'aperçoit que c'est des lettres découpées, collées un petit peu comme ça. Vous voyez, hein, c'est un peu dansant, donc voilà. Je voulais vous parler, mais je passerai assez rapidement parce que je vois le temps file. Je voulais vous parler aussi d'une petite contribution que j'ai faite pour la revue de la BNF. Donc j'ai vu qu'elle est également là-bas, qui est parue l'an dernier, sur graphisme, qui est paru sur le thème de graphisme et création contemporaine, où là j'ai fait plutôt un essai sur les questions, les enjeux qui touche aux mutations très profondes de la typographie dans les années 2000, avec évidemment le basculement des repères traditionnels vers les données numériques, le flux, le mouvement, les notions de matière déroulante, enfin beaucoup de notions qui sont complètement non, mais qui sont assez nouvelles, ou en tout cas qui prennent une place assez particulière. La notion d'impermanence du texte, de la typographie, etc. Rapidement aussi, je voulais évoquer, j'ai été amenée à faire 2 études sur Fernand Léger ces dernières années. L'une sur l'ouvrage magnifique qui s'appelle La fin du monde, filmé par l'Ange Notre-Dame, qui est écrit par Blaise Sandrard et qui est une œuvre très très flamboyante et très haute en couleurs. Et une autre sur un sujet, alors bon, assez souvent je me retrouve face à ça, un sujet qui avait été très peu ou pas abordé, qui est la question de la présence de la lettre, du fragment typographique dans l'œuvre de Léger. Il y en a énormément dans les peintures, mais il y en a aussi dans d'autres supports de création qu'il a créés. Donc c'est pareil, j'ai beaucoup travaillé autour de ce sujet qui m'a énormément intéressée, parce que là on n'est plus du tout chez le typographe. Voilà, ça c'est une toile de 1919 qui s'appelle Le typographe, où justement on voit typiquement les fragments qu'il peut utiliser. Donc là on est vraiment dans l'œuvre d'un peintre plasticien qui va chercher, enfin qui est très imprégné des signes de la communication visuelle qu'il voit en permanence dans le milieu urbain, de la même manière que beaucoup d'autres ont été influencés par ça, beaucoup d'autres que lui. Et en fait, alors là, parmi les choses qui m'ont intéressée dans ce que j'ai pu trouver, en lisant vraiment beaucoup Léger, en finissant par tomber sur un entretien très très peu cité, en fait, je me suis rendu compte que tous ces fragments, contrairement alors, quand il en est question, souvent, c'est plus avec l'idée du fragment, la modernité, etc., plus peut-être dans une optique de construction. Et en fait, j'ai beaucoup plus l'impression, à partir de ce que j'ai pu lire de lui, qu'il a été extrêmement marqué, il le dit presque dans ces termes, pas tout à fait, il a été extrêmement marqué par les enseignes éclatées du Verdun de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y a un certain nombre de dessins de guerre de lui où on voit effectivement des fragments d'enseignes avec 2-3 lettres qui se promènent, donc c'est plus vraiment des mots, c'est pas vraiment de la communication visuelle, mais néanmoins c'est des éléments du paysage visuel qui l'ont énormément marqué, et donc j'ai fait l'hypothèse que ces fragments et ces formes éclatées qu'on retrouve par la suite dans son œuvre de manière très récurrente proviennent en tout cas pour partie de ces visions-là. Voilà. Et alors juste simplement pour terminer, donc là le mois prochain je vais participer à un colloque au musée Sztuki à Łódź en Pologne, qui expose en ce moment, où a lieu en ce moment une exposition qui s'intitule Changing the Field of View, et qui est sur le rapport de la modernité de l'imprimé et des avant-gardes. Voilà, donc là je leur ai proposé, j'ai un petit peu je suis partie, disons, de cet intitulé d'exposition Changing the Field of View, et c'est ça qui m'a inspiré. Je dirais c'est leur intitulé d'exposition qui m'a inspiré le titre de ma communication, et je suis partie sur l'idée Changing the Viewpoint, donc changer le point de vue. Et en fait, ça s'appuie sur les recherches que j'ai faites sur Fernand Léger, Sandrard, Molinaggi, Lisicki, enfin beaucoup d'autres, les futuristes beaucoup aussi, qui
à partir du déplacement de point de vue dans l'espace. Alors là, je suis vraiment dans l'espace, alors ça peut être dans l'avion, ça peut être depuis la fenêtre, etc. Génère des formes graphiques différentes, nouvelles. Donc il y a une espèce d'impulsion, une dynamisation, une nouvelle conception de l'espace qui voit le jour à partir de ces... Alors c'est lié aussi aux nouveaux moyens de transport, aux innovations techniques, etc. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je suis exactement en train de travailler, qui est assez vaste. Mais là, la question, avec Frutiger, on parlait de lumière. Là, la question centrale, c'est vraiment la question de l'espace, de comment l'espace est vu de façon complètement différente. Voilà, c'est peut-être un petit peu abstrait cette partie-là, mais elle est en cours, j'ai envie de dire, elle est en cours de réflexion. Voilà, je vois que je suis arrivée au terme du temps qui m'était imparti.